Dans quelques instants, un exposé sur la grande bourgeoisie et le nazisme en Allemagne. Je suis partie un petit peu d'une question, j'ai envie de dire, actuelle. Comment c'est possible que dans un pays développé, riche, cultivé, avec une classe ouvrière puissante, la bourgeoisie laisse le pouvoir à un démagogue raciste, nationaliste, qui prépare la guerre et qui, par certains aspects, peut paraître à moitié fou? Alors, l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933, suivie de la mise en place d'une féroce dictature anti-ouvrière et férocement antisémite, puis la marche à la guerre, l'extermination de millions de juifs ou de tziganes, ça soulève ce type de questions. Cette période montre que la classe dominante, la bourgeoisie industrielle et bancaire, est capable de s'appuyer sur les pires barbares pour défendre sa société d'exploitation lorsqu'elle s'enfonce dans la crise. Elle l'a fait donc en Allemagne, au cœur d'un des pays impérialistes les plus riches et les plus cultivés d'Europe, où existait un mouvement ouvrier politique et syndical puissant. Le recours au nazisme n'était cependant pas le premier choix de la grande bourgeoisie. L'existence même de troupes fascistes, ces bandes de petits bourgeois ou de chômeurs déclassés et haineux, prêts à s'attaquer au mouvement ouvrier, à persécuter les juifs, n'était pas le fruit d'un complot bourgeois pour mater les travailleurs, mais c'était un produit du système capitaliste pourrissant. La démagogie anticapitaliste et l'aspect incontrôlable des leaders fascistes dérangeaient même la plupart des bourgeois. Et pourtant, du fait de la crise économique et politique de son propre système, la bourgeoisie n'a pas trouvé d'autre force pour maintenir l'ordre, pour mener une lutte de classe féroce et préparer la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est un peu de tout ça dont je veux vous parler. Alors, depuis 1919... Ah oui, pardon, effectivement. C'est bon. Depuis 1919, l'Allemagne vivait sous le régime de la République de Weimar. Donc c'était un produit de la fin de la Première Guerre mondiale et de l'écrasement de la révolution ouvrière. Donc vous savez sans doute, après l'abominable boucherie de la guerre, et un an après la prise du pouvoir par les ouvriers et les paysans russes en 1917, la classe ouvrière allemande était entrée à son tour dans une période de révolution depuis la fin de l'année 18 jusqu'à 1923, avec des conseils ouvriers, des grèves, des insurrections armées. Donc on ne va pas y revenir beaucoup, mais juste pour dire que du fait de la trahison des dirigeants sociaux-démocrates, du Parti social-démocrate allemand, et des difficultés à construire un parti révolutionnaire, les classes possédantes avaient pu étouffer, détourner et réprimer dans le sang la révolution ouvrière. Mais la fin de la période révolutionnaire, donc après 23, ça n'a pas sonné la fin de la guerre de classe qui s'est poursuivie donc entre 1923 et 1933. Alors la classe ouvrière restait une force puissante, organisée dans des syndicats importants et dans deux partis ouvriers, donc le Parti social-démocrate, le SPD, qui était devenu un soutien ouvert de l'ordre bourgeois, et le Parti communiste, le KPD, donc créé en urgence pendant la Révolution, pour mener une politique révolutionnaire comme celle des bolcheviks en Russie. Il avait été décapité, gravement décapité, par l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Mais malgré la répression et la défaite, la pression de la classe ouvrière avait obligé le patronat à des concessions qui lui étaient restées en travers de la gorge, comme par exemple la journée de 8 heures. Alors, pour rétablir l'ordre dans cette période révolutionnaire, la bourgeoisie, ses généraux, ses serviteurs politiques, s'étaient appuyés sur des formations paramilitaires, donc les corps francs, qui avaient recruté des hommes, donc parmi les anciens officiers et soldats du front, des gens nostalgiques de la fraternité des tranchées, écœurés par la défaite militaire de l'armée allemande et revanchards contre les Rouges, qu'ils accusaient d'avoir mis un coup de poignard dans le dos de la glorieuse armée en se révoltant fin 18. Et le parti nazi lui-même, donc il est né de ces milieux-là, imbibé d'anticommunisme et d'antisémitisme. Et Hitler avait déjà mené une tentative de putsch à Munich en 1923, et ils avaient déjà pas mal de monde à Munich, voilà.
Et parmi les responsables nazis qui sont quand même connus par la suite, je vais citer Ernst Röhm, Heinrich Himmler, Rudolf Hess ou Gregor Strasser. Tout cela, c'était des anciens des corps francs de cette période-là, et comme 30% des futurs députés nazis. Voilà. Alors, après 1923, une fois que le danger révolutionnaire a été écarté et l'économie relancée, la bourgeoisie n'a plus eu besoin de ces troupes réactionnaires de choc. Elles ont été écartées du pouvoir, elles ont perdu des financements et des forces, mais elles n'ont jamais disparu. Donc le monde capitaliste a connu après une brève période de stabilisation économique et politique. La bourgeoisie allemande a pu relancer ses affaires, moderniser ses installations, en profitant de l'afflux des capitaux américains. Et pendant quelques années, c'est plutôt la fraction de la bourgeoisie qui s'accommodait du régime démocratique, de la collaboration avec les syndicats et le Parti social-démocrate. C'était plutôt cette fraction de la bourgeoisie qui donnait le ton. Elle pouvait lâcher quelques miettes aux travailleurs, quelques postes aux syndicalistes et alimenter ainsi les illusions. Mais cette situation politique ne faisait pas l'unanimité dans la bourgeoisie, et il y avait tout un milieu dans la haute hiérarchie militaire, parmi les grands propriétaires terriens aristocratiques et une partie du grand patronat qui rongeait son frein. Les partis bourgeois de droite ne faisaient que tolérer en fait le régime démocratique et la collaboration avec le mouvement ouvrier. Alors, au sein de la nébuleuse d'extrême droite, aux idées ultranationalistes, anti-marxistes et antisémites, le parti d'Adolf Hitler était en concurrence en 28-29 avec le DNVP, donc ça veut dire Parti populaire national allemand, donc dirigé par Alfred Hugenberg, un ancien dirigeant dans l'industrie lourde chez Krupp, dans la Ruhr, et qui avait bâti un des premiers empires modernes de médias. Donc, il avait une agence de presse, un bureau d'annonces publicitaires, 26 quotidiens et hebdomadaires nationaux, une société de production de cinéma et une société de production d'actualités cinématographiques. Et le parti de Hitler, donc le NSDAP, ça veut dire Parti ouvrier national socialiste, il ajoutait à toutes les idées crasses classiques de l'extrême droite une démagogie sociale, voire pseudo-socialiste, pour recruter parmi les classes populaires. Donc par exemple, je le cite, il disait, Hitler, « Être national ne peut vouloir dire qu'une chose, être derrière son peuple. Être socialiste, ça n'a aucun sens si ce n'est défendre le droit de son peuple, également à l'extérieur. » Donc vous voyez, il reprenait ce vocabulaire socialiste. Alors, avant la crise de 1929, le NSDAP, donc, il faisait moins de 3% aux élections et il n'était pas très lié au milieu de la bourgeoisie. Alors, déjà, avant l'éclatement de la crise économique mondiale de 1929, ça avait commencé à se dégrader de façon très importante en Allemagne. Il y avait déjà 2 millions de chômeurs. Il y avait pas mal de paysans surendettés qui faisaient faillite. Et certains de ces paysans développaient une haine de l'État qui les abandonnait et qui était toujours aux côtés des grands propriétaires terriens de l'Est. Et donc, parmi les paysans, il y a eu des mouvements de grève des impôts et même des attentats à la bombe contre des bâtiments officiels. Et c'est le premier milieu social où la propagande nazie a commencé à percer en offrant un débouché politique à cette colère naissante. Mais après le krach boursier aux États-Unis en octobre 1929, un véritable cataclysme s'est abattu sur l'économie allemande, qui était très dépendante des capitaux américains. Donc la production industrielle a chuté de 30%, la crise agricole s'est encore aggravée, le système bancaire a été ébranlé et le chômage a explosé en quelques mois. Donc je ne sais pas si vous voyez la courbe derrière, c'est quand même assez impressionnant. Ça monte jusqu'à 6 millions de chômeurs, ça part de 2 millions de chômeurs, voilà, et ça monte jusqu'à 6 millions de chômeurs en 1932. Et dans les classes moyennes des villes, il y a pas mal d'artisans, de boutiquiers, mais aussi d'employés, de professeurs qui tombent dans la pauvreté. Alors, tous ces gens, c'était pas fatal que leur colère soit captée par le mouvement nazi.
la classe ouvrière, si elle avait pris la tête de la contestation, elle pouvait proposer une autre issue, un renversement du système capitaliste avec ses crises complètement aberrantes. Et l'enjeu de toute la période, c'est de savoir quelle classe sociale, entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, allait entraîner cette petite bourgeoisie révoltée. Donc la classe ouvrière, c'était une force sociale très importante et très organisée. Donc les syndicats allemands à l'époque, c'était 4 à 5 millions de membres, soit à peu près la moitié de la classe ouvrière. Les deux partis puissants dans lesquels était organisée la classe ouvrière n'ont pas du tout été à la hauteur de la situation face aux dangers mortels qui étaient en train de monter. Donc le Parti social-démocrate, il organisait à peu près 1 million de travailleurs, là aussi il faut réaliser. Donc en 18, il était passé du côté de la contre-révolution. Au gouvernement, il a trompé les travailleurs et il a mené lui-même la répression. Mais là, donc, il continuait à faire croire qu'il fallait compter sur les lois, sur l'État, sur la police et la justice bourgeoise pour défendre les libertés ouvrières. Vous avez une affiche là du SPD contre le fascisme, protégez vos droits démocratiques. Bon, en votant social-démocrate, bien sûr. Il continuait, pas mal de travailleurs continuaient à le suivre parce que la politique du Parti communiste ne pouvait pas leur inspirer confiance à ce moment-là. Donc le Parti communiste, il avait environ 300 000 membres, mais donc là, il était dirigé par un appareil aux ordres de Staline et il ne menait plus une politique révolutionnaire. Il se contentait de renvoyer dos à dos donc la social-démocratie et le fascisme en disant ces deux partis équivalents qui défendent la domination de la bourgeoisie, mais du coup, il se privait de la possibilité de s'adresser aux travailleurs qui étaient influencés par la social-démocratie. Et donc, entre 1930 et 1933, Trotsky et les militants communistes de l'opposition se battirent pour que le PC mène une politique de front unique, c'est-à-dire qu'il propose l'union de toutes les organisations ouvrières dans le combat contre les troupes fascistes autour d'un programme pour la défense des intérêts des travailleurs face à la guerre de classe menée par les patrons. Et mener cette politique de combat commun, ça ne voulait pas dire nier toutes les divergences et les cacher. Mais, faute de cette unité dans la lutte, la classe ouvrière, elle n'est pas apparue comme une force capable d'arracher le pouvoir à la bourgeoisie et donc pas comme une force capable d'attirer sur son terrain les classes moyennes enragées de sombrer dans la misère. Et donc, c'est la démagogie national-socialiste de Hitler qui les a attirés. Alors, en quelques années à peine, une large fraction de la petite bourgeoisie, rendue enragée par la crise, a rejoint le parti nazi et a fourni les troupes de ses milices prêtes à s'attaquer physiquement aux organisations du mouvement ouvrier. Donc le parti nazi, il recrutait, il organisait des meetings très importants et il développait sa milice, donc les SA, les sections d'assaut, qui défilaient en uniforme et qui s'attaquaient physiquement aux militants ouvriers. Alors dans les SA, il y avait à la fois des petits patrons, des commerçants ruinés, des indépendants, des professeurs, des avocats, mais ils recrutaient aussi parmi les chômeurs et parmi les ouvriers. C'était des gens qui étaient écœurés par les partis politiques qui s'étaient succédés au pouvoir et qui cherchaient des solutions radicales. Et leur colère sociale était détournée sur le terrain nationaliste ou antisémite. Et malgré les illusions confusément socialistes de certains de ses membres, en s'attaquant aux militants communistes et aux militants socialistes, les SA faisaient de fait acte de candidature pour être une force de répression au service de la bourgeoisie. Ce parti devint un mouvement de masse qui fit donc une percée électorale très remarquée lors des élections de septembre 1930. Alors il faut bien comprendre que ce développement massif des troupes nazies n'a pas été voulu ou téléguidé par la bourgeoisie dans son ensemble, même si certains de bourgeois, de grands bourgeois, le soutenaient. Mais c'était d'abord et avant tout un sous-produit de la crise de son système. Alors, par ailleurs, donc sur plan politique, la crise économique, elle a fait exploser la grande coalition qui gouvernait l'Allemagne de 1928 à 1930, qui regroupait donc le Parti social-démocrate avec des partis bourgeois du centre ou de droite.
Le président Hindenburg, donc, qui était un vieux général réactionnaire élu président en 1925, nomma alors chancelier un homme de la droite bourgeoise classique, Brüning, puis il convoqua de nouvelles élections au Parlement. Mais résultat, donc vous voyez derrière, les partis bourgeois qui soutenaient Brüning et Hindenburg chutèrent, donc ils tombent à 23%. Là, vous les voyez qui sont en 1924 quand même encore assez larges et qui commencent à se rétrécir. Les partis ouvriers, donc ils sont quand même à près de 40%, donc avec une petite progression du Parti communiste. Mais par contre, le vrai séisme politique, c'est pareil, c'est assez visuel, c'est le parti nazi, là en marron, qui devient le deuxième parti du pays avec 18%, ce qui fait 6 millions de voix. Alors, Brüning, du coup, il n'avait aucune majorité au Parlement, mais il a continué à gouverner quand même, donc avec des lois d'exception, en continuant une politique d'aide au patronat et d'attaque contre les travailleurs. Alors, dans les milieux bourgeois, ce succès électoral du parti nazi éveilla l'intérêt. Donc, pour maintenir ses profits face à la crise économique, la bourgeoisie, elle cherchait comment faire pour aggraver brutalement l'exploitation, pour imposer des reculs gravissimes à une classe ouvrière qui ne se laissait pas faire, voire, pour certains, ils voulaient remettre en cause le résultat de la Première Guerre mondiale, donc où l'Allemagne avait perdu ses colonies et était condamnée à payer des réparations. La question des réparations qu'ils payent à la France et à l'Angleterre, c'était un truc qui coûtait cher. Mais la bourgeoisie, dans son ensemble, se méfiait de ces troupes nazies qui étaient quand même trop populaires, trop imbibées d'idées socialistes et potentiellement incontrôlables. Même la plupart des leaders nazis, c'était des petits bourgeois parvenus qui n'avaient pas du tout tous les liens de personnel et les liens de confiance que la bourgeoisie, elle entretient au quotidien avec son personnel politique habituel, entre les hauts fonctionnaires, les gens du gouvernement, les grands patrons. Bon, c'est tout un milieu qui se fréquente et qui se connaît. Bon, là, ces gens-là, ils sortaient un peu de nulle part. Alors, Hitler, il a fait toute une campagne en direction des milieux patronaux pour les convaincre qu'il était respectueux de l'ordre social et de la propriété privée. Donc il a été invité à prendre la parole par plusieurs organisations patronales. Donc par exemple, le National Club de Hambourg, donc très sélect, il a pris la parole devant 500 aristocrates, anciens officiers, politiciens de droite, hommes d'affaires. Ensuite, il a été invité devant un parterre d'industriels de la Ruhr. Et devant ce milieu-là, évidemment, sa démagogie sociale... Il n'en a pas parlé. Même ses idées antisémites, c'est pas de ça dont il a parlé, mais il a expliqué qu'il fallait unir le peuple par-delà les classes sociales pour étendre le territoire de l'Allemagne. Et il s'engageait donc aussi à respecter la légalité, ce qui était une façon d'envoyer clairement le message que lui, il se désolidarisait de certains parmi ses troupes qui parlaient de révolution. Et donc c'était une façon de montrer patte blanche au milieu de l'appareil d'État. Alors assez vite, il a fait une recrue de choix. Là, c'est ce monsieur que vous voyez avec Hitler. C'est l'ancien président de la Banque centrale Hjalmar Schacht, donc qui est devenu l'avocat d'une solution nationale socialiste dans les milieux de la finance et du grand patronat. Mais dans l'ensemble, il faut bien voir que ces milieux du grand patronat, ils avaient quand même des raisons de rester méfiants et sceptiques. Par exemple, il y a une grève de 126 000 ouvriers métallurgistes contre des baisses de salaire. Eh bien, figurez-vous que les militants d'entreprises nazies et la presse nazie ont pris le parti des grévistes. Alors, bien sûr, en s'opposant aux communistes et aux socialistes, parce que selon eux, ces gens-là semaient le désordre, mais eux, ils expliquaient que cette grève, c'était une protestation du peuple allemand contre les réparations imposées par les Alliés à la société allemande. Et donc, la Deutsche Allgemeine Zeitung de Berlin, donc un journal libéral bourgeois, présentait l'idéologie du parti nazi, donc je les cite, comme un mélange d'antipacifisme nationaliste, d'antisémitisme sauvage et de socialisme problématique. Voilà. Donc eux, ils réfléchissaient. Ils disaient que là, il y allait avoir une lutte dans le parti nazi entre les éléments, je les recite, les éléments anticapitalistes et les éléments nationalistes, que ça allait s'exacerber, mais ils n'étaient pas trop sûrs du résultat, de qui allait gagner au sein du parti. Alors, pour répondre à ces préoccupations,
Hitler a recadré une partie de ses troupes parmi les SA. Au printemps 1931, il exclut du parti un groupe qui avait un discours justement trop socialiste autour d'un dénommé Steines, et il a affronté une légère rébellion à l'été qui suivit au sein de la SA, mais il a réussi à l'éteindre. Alors, pour être clair, les militants écartés qui se prétendaient socialistes, ils ne l'étaient évidemment pas. Ce n'étaient pas des gens qui défendaient la lutte de classe, ils n'étaient pas pour l'abolition de la propriété privée, mais par contre, ils pouvaient avoir des discours contre les financiers, contre les cartels qui regroupaient les grandes entreprises, contre la dictature du profit au détriment de ceux qui travaillent. Et donc, ces discours-là, à un moment donné, ça faisait désordre. Alors, en 1931-1932, la crise elle a continué à s'aggraver dans l'industrie allemande et ça a accentué les divisions au sein du grand patronat. Donc ceux qui étaient les plus touchés par la crise, c'était ceux de l'industrie lourde dans la Ruhr. Parce qu'avec la crise, c'était les investissements qui avaient reculé d'abord. Et donc ceux qui produisaient de l'acier, du fer, du charbon, donc à destination des entreprises, ils étaient plus vite touchés que ceux qui produisaient pour la consommation directe des classes populaires ou pour l'exportation. Donc les branches qui étaient moins touchées, par exemple, c'était la chimie ou alors l'électrotechnique, où il y avait un puissant industriel, Carl Friedrich von Siemens. Bon, Siemens, ça vous dit quelque chose. Alors au sein de la Fédération nationale de l'industrie, le Reichsverband, donc c'est le MEDEF allemand de l'époque, les tensions s'exprimaient entre d'un côté Karl Duisberg, dirigeant du cartel des industries chimiques IG Farben, qui lui défendait une politique de collaboration avec les syndicats et soutenait le gouvernement Brüning, et les porte-paroles du patronat, plutôt des mines, du fer, de l'acier, qui eux voulaient des grands plans d'aide publique, des baisses de salaire et la fin du paiement des réparations. Et donc, à la fin de l'année 1931, dans la fédération patronale, c'est un représentant de l'industrie lourde, Gustav Krupp, qui a pris la tête. Donc, il se passait des choses. Et petit à petit, il y a des liens qui se sont tissés entre les capitalistes et le parti nazi. Donc, notamment, un ancien pilote de la guerre et un dandy au train de vie luxueux, Göring, il recevait, lui, personnellement des fonds de plusieurs industriels, parce qu'il le voyait, notamment Thyssen, un grand patron de la sidérurgie, qui voyait Göring comme un rempart justement contre l'aile un peu trop socialisante du parti. Il y avait aussi des dons au parti nazi du baron August von Fink, un gros homme d'affaires bavarois, patron de la banque Merck Fink et actionnaire majoritaire du groupe d'assurance Allianz. Vous savez, ça existe encore aujourd'hui. Il y avait aussi Günther Quandt, un industriel à la tête d'une usine de batterie, donc c'est l'ancêtre des piles Varta. Bon, ça, celui-là, on en reparlera. Alors, fin janvier 1932, Hitler prononça un discours au club de l'industrie à Düsseldorf, donc c'est le fief des élites de la Ruhr industrielle, devant une affluence de 650 présents, une affluence telle qu'il fallut retransmettre ces 2h30 de discours fleuve par haut-parleur dans une deuxième salle. Donc l'auditoire patronal fut conquis, donc dénonciation de la démocratie, dénonciation des lois qui obligeaient de négocier avec les syndicats, exaltation de l'unité du peuple et déclaration d'amour à la propriété privée. Alors, le discrédit des partis bourgeois classiques, la montée de la colère dans la population et la recherche de solutions radicales dans les classes populaires posaient un gros problème aux classes dominantes. Les syndicats, les partis ouvriers, en particulier le Parti communiste, se renforçaient. Et leur existence même devint insupportable pour la bourgeoisie qui voulait s'en débarrasser pour intensifier l'exploitation. Et la montée du parti nazi, à sa façon, c'était une autre expression de la colère populaire. Les SA recrutaient massivement. Ils sont montés à 400 000 membres. C'était une véritable armée qui agressaient les rouges dans les rues, parfois leur tiraient dessus, vraiment à balles réelles. Et du coup, ils commençaient à apparaître comme une planche de salut pour les exploiteurs. Mais ils hésitaient encore à s'en remettre au parti nazi, à ces bandes de soudards qui faisaient, comme j'ai déjà dit, pas partie de son personnel politique habituel. Donc il y a une élection présidentielle en mars 1932, et l'essentiel du soutien financier des milieux patronaux va encore pas à Hitler, mais à Hindenburg.
Donc ce vieux général réactionnaire dont j'ai déjà parlé, qui réussit encore à ce moment-là à réunir sur son nom à la fois Krupp de la sidérurgie et Duisberg d'Ig Farben. Alors Hindenburg, il a gagné les élections et il aurait aimé imposer un pouvoir fort, indépendant du Parlement, appuyé sur la police, sur l'armée, qui laisse de côté à la fois les rouges et les nazis. Donc il nomma chancelier von Papen, un ex-militaire de carrière issu de la noblesse, proche des milieux d'affaires. Mais l'année 32, donc il y a 2 campagnes électorales en 1932, hein, donc voilà. Vous... Comment ? Le parti d'Hindenburg, c'est dans les partis du milieu, là, le Zentrum, BVP, voilà, c'est ceux-là, quoi. Donc l'année quand même, elle a été marquée par une montée vraiment très importante des violences par les troupes nazies. Donc il y a eu des affrontements avec les militants des partis ouvriers. Il y a eu, pour avoir une idée, quand même plusieurs centaines de morts. Hein. Et aux élections de juillet 32, donc le Parti communiste progresse encore un peu avec 14,5% des voix. Les 2 partis ouvriers, donc vous voyez, sont à 36%. Mais surtout, le parti nazi, là, il est à son plus haut score de toute son histoire avec 37% des voix. Et du coup, il n'y a aucune majorité possible à l'Assemblée sans ce parti. Mais les classes dominantes, Hindenburg, ils n'ont pas encore franchi le pas de choisir les nazis. Alors, ils partagent les objectifs politiques des nazis, il faut bien le comprendre, hein, en particulier la volonté d'écraser le mouvement ouvrier. Mais ils cherchent encore, pendant quelques mois, comment mettre en place un régime fort sans s'en remettre aux forces nazies, dont la base populaire leur fait quand même toujours un peu peur. Mais imposer une dictature militaire directe des hommes du grand capital, c'est pas si simple à faire accepter par la population, en fait. La grande bourgeoisie, pour dominer, elle est quand même obligée de s'appuyer sur d'autres couches de la société et sur la petite bourgeoisie pour exercer son pouvoir. Donc il y a une dernière tentative de nommer un arbitre un petit peu indépendant à la fois du mouvement ouvrier et des forces contre-révolutionnaires nazis. Donc c'est le général von Schleicher, mais lui, il tient que 2 mois. Alors, l'opinion des milieux patronaux évoluait. En novembre 1932, 20 personnalités du monde de l'industrie et de la banque signèrent un courrier pour demander à Hindenburg d'appeler Hitler au pouvoir. Alors, dans son roman « Les enfants Oppermann », l'écrivain allemand Léon Feuchtwanger décrit ainsi les états d'âme d'un bourgeois juif qui craignait l'avènement du nazisme, mais qui réfléchissait ainsi. Donc je cite le roman. Donc cela contribue malgré tout à maintenir un certain ordre, même mauvais, et Gustave partageait l'avis de Goethe, qui préférait tolérer l'injustice plutôt que le désordre. Donc il met ça dans la bouche d'un bourgeois juif allemand en 1933. Alors, en janvier 1933, donc on est à peu près à 9 millions de chômeurs réels, hein, si on compte vraiment tout le monde. Les paysans continuent à protester, il y a des émeutes de la faim, il y a des menaces de grève générale dans la Ruhr, et il n'y a toujours aucune majorité au Parlement pour faire passer quoi que ce soit. Cerise sur le gâteau, il y a un scandale de détournement de fonds publics par des proches de Hindenburg qui achève de porter le coup de grâce à cette situation qui était déjà très instable. Alors début janvier, il y a une rencontre entre Hitler et l'homme du grand patronat von Papen, organisée par le banquier von Schröder, et ça a scellé leur accord pour gouverner ensemble. Et donc le 30 janvier 1933, Hindenburg finit par nommer Hitler chancelier, flanqué donc de von Papen comme vice-chancelier, donc un homme de droite classique, avec un gouvernement donc essentiellement composé d'hommes de la droite classique et seulement 2 autres nazis. Le sacro-saint ministère des Finances restait entre les mains de celui qui l'occupait précédemment, donc le comte von Krosigk. Et il y a aussi le grand patron des médias, donc Hugenberg, là vous savez, l'homme d'extrême droite qui faisait concurrence à Hitler au début, donc il est ministre de l'économie. Voilà. Est-elle un symbole de la continuité de l'appareil d'État bourgeois ? Le haut fonctionnaire Otto Meissner, hein, donc là c'est un livre qu'il a écrit, donc qui a été proche conseiller des présidents Ebert, donc social-démocrate, puis Hindenburg, il est devenu chef de cabinet de Hitler. Voilà. Quant à la haute hiérarchie militaire, elle était elle aussi représentée dans le gouvernement, donc par le ministre de la Défense, le général von Blomberg,
qui défendait, lui, une neutralité bienveillante de l'armée par rapport au parti nazi. Hitler s'engageait à ne pas toucher l'armée, l'ossature de l'appareil d'État, qui allait rapidement être comblée par la préparation à la guerre. Et rapidement, Hitler obtint un soutien franc et massif des plus grands bourgeois d'Allemagne, soulagés de trouver un dénouement à la crise politique. Le 29 février, les principaux industriels du pays, donc Krupp, Siemens, il y a l'héritier d'Open, les dirigeants de la chimie de IG Farben, les dirigeants d'Allianz, tous réunis chez Göring pour rencontrer Hitler, sortirent 3 millions de marks pour aider le parti nazi à vaincre lors des élections prévues en mars 1933, qu'ils espéraient être les dernières élections avant l'écrasement définitif des libertés démocratiques et du mouvement ouvrier. Rapidement, le régime dirigé par Hitler répondit à leurs attentes. En quelques mois, en l'absence de contre-offensive des partis ouvriers, enfin de contre-offensive sérieuse, il lança ses bêtes fauves dans une guerre civile contre la classe ouvrière. Interdiction du Parti communiste, interdiction du Parti socialiste, dissolution des syndicats, arrestation et déportation de dizaines de milliers de militants dans les premiers camps de concentration. La particularité de la dictature nazie, ça a été de s'appuyer sur le mouvement de masse des 2 millions de SA, ça avait monté depuis, pour faire régner cette terreur physique contre les travailleurs, pour réprimer, pour fliquer dans chaque quartier, pour atomiser complètement les travailleurs et embrigader la jeunesse. Rapidement, les salaires furent baissés et les grèves interdites. Et 1 an plus tard, une fois leur sale boulot terminé, les principaux chefs des SA furent à leur tour assassinés lors de la nuit des longs couteaux en juin 1934. En éliminant cette force organisée et potentiellement un peu trop indépendante, Hitler offrait encore un gage de responsabilité à la bourgeoisie et au cœur de son État, l'armée. Alors, oui, juste encore un petit truc avant de passer sur sa politique en Allemagne, mais à l'étranger, quand même dire que les dirigeants politiques de tous les régimes démocratiques et la grande bourgeoisie à l'étranger, tous accueillirent favorablement ce nouveau régime. Il avait le mérite d'être anticommuniste et de mater les travailleurs. Les dirigeants de France, de Grande-Bretagne ou des États-Unis espéraient que ces ambitions militaires se tourneraient vers l'Est contre l'Union soviétique. Et les nombreuses entreprises américaines qui avaient des intérêts en Allemagne, comme Coca-Cola qui avait une usine à Essen, ou General Motors qui possédait Opel, ou IBM déjà, qui était implanté à Berlin, ils n'ont pas eu à se plaindre du régime nazi et ils ont bien profité du rapport de force pour faire suer des profits à leurs travailleurs. Alors sur le plan économique, Hitler a mené une politique au service des plus grandes entreprises. Sa politique d'intervention de l'État dans l'économie, par des grands travaux financés par l'État ou par des commandes d'armement, fut similaire sur le fond à celle menée par Roosevelt aux États-Unis à la même période. Et l'aboutissement de cette politique de réarmement fut la remise en cause du partage issu de la Première Guerre mondiale, avec une nouvelle guerre encore plus sanglante que la précédente, qui finalement a été la seule issue que le monde capitaliste a trouvée à sa crise. Alors parmi les bourgeois allemands, ceux qui étaient juifs ont été peu à peu contraints de quitter l'Allemagne pour sauver leur peau. Et souvent, ils ont été obligés de vendre leurs usines ou leurs actions à prix bradé. Bon. Mais pour la fraction la plus riche de la bourgeoisie allemande, ce fut une période faste. L'industriel Günther Quandt, proche des nazis, construisit un empire industriel pendant la guerre en récupérant à bas prix des entreprises appartenant à des juifs en Europe de l'Est, et pour dire quand même que 2 de ses descendants, actionnaires aujourd'hui de BMW, sont les 4e et 5e fortunes d'Allemagne aujourd'hui. Les plus grandes entreprises profitèrent non seulement de la surexploitation de la classe ouvrière, de la manne des commandes militaires, mais aussi carrément du système concentrationnaire. Elles ont largement utilisé le travail forcé des prisonniers, qui ont représenté jusqu'à 20% de la main-d'œuvre au plus fort de la guerre. Le géant de la chimie IG Farben, c'était la fusion de BASF et de Bayer,
avait carrément construit une usine à Auschwitz, à 2 pas du camp d'extermination où il exploitait des prisonniers. Tandis que BMW faisait pareil à Dachau ou Siemens à Ravensbrück. Krupp, Daimler, Volkswagen, tous ont loué aux SS des déportés dont l'espérance de vie était de quelques mois pour les faire trimer. Donc au prix de ces millions de vies humaines, entre la guerre, le génocide, enfin bon, les profits ont été largement rétablis. Mais l'impérialisme allemand a de nouveau quand même perdu la guerre en 1945. Et de ce point de vue-là, la tentative hitlérienne de supplanter ses rivaux impérialistes en dominant l'Europe par la voie militaire a échoué. Et à un certain niveau, la bourgeoisie allemande, après, elle a quand même payé cher le fait de s'en être mise aux aventuriers nazis. Mais par contre, sur le terrain de la guerre de classe, le nazisme a apporté une solution radicale au problème de la bourgeoisie, en détruisant physiquement le mouvement ouvrier révolutionnaire allemand qui ne s'en est jamais remis. Alors, pour conclure, je dirais que ça doit nous faire réfléchir au fait qu'il ne faut jamais, jamais se laisser abuser par la façade démocratique que le système capitaliste peut garder dans certaines périodes dans les pays riches. Pour défendre sa domination de classe, la bourgeoisie en Allemagne, elle a été capable de donner le pouvoir aux fous furieux nazis pour mener la guerre totale contre la classe ouvrière, avant de mettre au pas toute la population pour se lancer dans la guerre tout court. Et donc, comme le disait déjà Rosa Luxembourg au début de la Première Guerre mondiale, mais je crois que c'était encore d'actualité en 1933 et ça l'est encore aujourd'hui, donc je termine sur cette citation. « Souillée, déshonorée, pataugeant dans le sang, couverte de crasse, voilà comment se présente la société bourgeoise, voilà ce qu'elle est. Ce n'est pas lorsque, bien léchée et bien honnête, elle se donne les dehors de la culture et de la philosophie, de la morale et de l'ordre, de la paix et du droit. C'est quand elle ressemble à une bête fauve, quand elle danse le sabbat de l'anarchie, quand elle souffle la peste sur la civilisation et l'humanité, qu'elle se montre toute nue, telle qu'elle est vraiment. » Je crois que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, les camarades. Ouais.